Il n'y a pas de courage parmi les hommes politiques d'aujourd'hui. Très peu. Il y a bien sûr des exceptions dans ce que je dis. Je ne peux pas, bien sûr, généraliser. Mais disons que nous manquons de courage au niveau de la politique. Et puis il y a aussi la société civile. Alors la société civile, si vous voulez, c'est nous autres, les citoyens. On a toujours tendance à remettre chez l'autre ce que nous devrions faire. Nous manquons aussi de courage. Nous manquons de responsabilité, de responsabilisation, de conscience. Et il nous faut nous battre. Quels que soient les enjeux, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix, car si vous voulez, comme je le disais en introduction, la situation est excessivement sérieuse aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est un prêcheur d'Apocalypse. C'est quelqu'un qui parle comme ça, qui fait peur à tout le monde, etc., etc. Mais que dire de ce qui se passe aux Antilles aujourd'hui, où la chlordécone, qui est ce fameux pesticide, ne se fixe pas, comme je le pensais au début, pour un siècle dans les sols. C'est 1000 ans de fixation, la chlordécone. Donc ça veut dire que les Antilles françaises sont contaminées pour 1000 ans. Les lots là-bas, les nappes phréatiques sont contaminées pour 1000 ans. Car dans les rivières, vous savez que dans une île, les îles sont ce qu'il y a de plus fragile. Les rivières aujourd'hui, si vous voulez, voir un taux de chlordécone qui augmente tout simplement parce que ça passe par la nappe phréatique. Ça remonte. Voilà. Alors, vous savez, les guéguerres qui m'étaient faites à ce niveau-là dans les médias, etc., je m'en tape complètement. Ce que j'ai répondu à un certain nombre de journalistes et de politiques, les chiens à bois, la caravane passe. Mais il faut avoir du courage tout de même pour le faire. Et ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on ne peut rien faire seul. Il faut que les gens, qu'on soit tous unis. Et malheureusement, ce que je déplore, c'est que, d'une part, la société civile, bien sûr, ce n'est pas ce soir que ça s'adresse, pas à vous que je m'adresse ce soir, car si vous êtes là, c'est que vous avez compris ce qui se passe. C'est évident. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas compris, parmi nos concitoyens. Il faut leur faire comprendre le plus possible. Et ce n'est pas facile, ça n'est pas facile. Il nous faut agir vite. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, plus on attend, les maladies d'aujourd'hui, de toute façon, c'est celles qui correspondent à une pollution d'il y a 20 ans. Le cancer d'aujourd'hui, c'est une pollution d'il y a 20 ans. Donc cela veut dire que le phénomène, il ne va pas s'arrêter comme un coup de baguette magique. La courbe de cancer de la prostate ou du sein va continuer à augmenter. Aux Antilles, d'ailleurs, ça commence déjà à augmenter, mais c'est rien côté de ce qu'il y avait à voir, puisqu'aux Antilles, si vous voulez, c'est le record du monde en cancer de la prostate. Là, nous avons au moins un record certain. Un homme sur deux fait un cancer de la prostate, là-bas, pendant c'est clair. Si vous voulez, nous avons le record du monde. Bon, bien même. Bon. Alors, l'Institut national de veille sanitaire, etc., ils peuvent dire n'importe quoi. De toute façon, on a un article scientifique qui devrait être publié incessamment sous peu. Donc, on a fait une étude là-bas. Je continue tranquillement ce travail-là. Il est évident que je sais qu'il y a une affaire importante au niveau de l'État là-bas, mais moi, j'y suis pour rien. J'agis au nom du serment d'Hippocrate. Mon boulot, ce n'est pas de rechercher les culpabilités, ça, ce n'est pas à moi de le faire. Au nom du serment d'Hippocrate, c'est de protéger les enfants actuellement, protéger la population actuelle et les enfants, pour assurer les générations futures dans ces îles. Alors, si vous voulez, où va-t-on, puisqu'il y a ce déni complet? Eh bien, je crois qu'on va vers une véritable révolution. Et je n'ai plus peur du mot. Ce mot, d'ailleurs, j'avais peur de le prononcer il y a quelque temps. Mais, avant que Chirac s'en aille, j'ai eu l'opportunité d'être invité à l'Élysée, et le président de la République a dit, il avait d'ailleurs repris une thématique de mon livre « Prévention environnementale ». J'ai été le premier à lancer cette notion qu'il fallait faire une prévention non pas uniquement contre le tabagisme, mais contre l'environnement aussi. Ça a été repris à Monsieur le Président de la République, j'en suis fort honoré. Mais il a dit, il nous faut une véritable révolution, tenez-vous bien, écologique, économique et politique. Alors je ne sais plus si dans l'ordre il a dit politique, écologique et économique, je ne sais rien, mais enfin, il y avait les trois. Quand je suis allé, je faisais partie d'un atelier sur la santé. C'était au ministère, c'était l'après-midi, on avait fait un gueuleton extraordinaire, bon, très bien. Là, c'était tout à fait autre. J'étais en face d'un directeur de société très important, dont je vais bien sûr taire le nom,
avec Monsieur Bellepomme, on avait parlé du réchauffement climatique. C'est pas en haut qu'il faut regarder ce qui se passait, pas dans le ciel, c'est à nos pieds. Il faut avoir les pieds sur terre. Regardez, mes enfants sont allés au sport d'hiver, il y avait encore de la neige. On peut toujours voir comme ça, si vous voulez. On peut toujours voir les choses comme cela. Mais il est évident que la neige ne va pas rester éternellement. Les neiges éternelles, d'abord l'éternité, l'homme ne pourra pas voir l'éternité. Parce que l'immortalité, c'est un véritable fantasme que nous avons. Il est évident que nous ne sommes pas immortels. Alors, quelles sont les solutions? Il y a d'abord des solutions individuelles. Il y a d'abord des solutions individuelles de protection. Il faut se protéger. Je donne un certain nombre de recommandations dans un certain nombre de mes livres. Je dis des protections médicales, médico-scientifiques. Des choses simples. Manger bio, bien sûr, si on peut, mais tout le monde ne peut pas manger bio, mais apprendre à éplucher un légume, par exemple, savoir cuire à la vapeur des aliments et non pas dans de l'eau éventuellement polluée. Tout aussi les petites règles qu'on peut donner. Faire des enfants suffisamment tôt, par exemple, de façon à ce que les enfants qui arrivent ne soient pas pollués à la naissance. Il y a un tas de règles aussi. Bon, je n'ai pas le temps. Vous avez des mesures techniques de type collectif, c'est-à-dire politique, en définitive. Alors là, elles existent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce soir, nous avons parlé beaucoup d'agriculture et de santé. Et j'ai essayé de vous donner tout de même un certain nombre de liens entre les deux. Et le lien, c'est au niveau de la pollution, c'est essentiellement les pesticides. Mais aussi, si vous voulez, ceci a été dit par Philippe, il y a bien sûr l'épuisement des ressources. Alors, je voudrais vous dire une chose. La gravité des pesticides, elle est double. Elle est non seulement au niveau sanitaire, ça nous donne des maladies d'Alzheimer, des cancers chez l'enfant, des leucémies, des lymphomes, des tumeurs des ganglions, ça nous donne de la stérilité. Tout ceci, c'est du sanitaire. Stérilité des hommes, stérilité des sols. Et c'est là notre rapprochement, notre point commun, et le point commun essentiel de cette réunion ce soir, c'est que le sol est un véritable organisme vivant. Pour faire de l'humus, il faut une microflore, il faut des micro-organismes, des bactéries, des champignons, et il vous faut des macro-organismes, des insectes, des nématodes, pas d'humus sans vers de terre, qui a une action verticale dans les sols, pas d'humus sans des centaines d'insectes différents. Or, quand vous utilisez des pesticides, ces pesticides, surtout les organochlorés, qui sont de véritables poisons, se fixent de façon, pour certains, quasiment de façon indélébile dans les sols, dans les argiles des sols en particulier. C'est le cas de la chlordécone, c'est le cas du paraquat, là, qui est pas un organochloré, mais qui se fixe aussi très longtemps. Mais beaucoup d'organochlorés se fixent de façon indélébile, pratiquement indélébile. Or, en se fixant dans les sols, ça va par un processus de lixiviation analogue à ce qui se passe au niveau de l'eau, de l'érosion des sols, ça va passer à petite dose dans le sol, remonter en surface et détruire à petite dose les organismes vivants du sol, les insectes, les vers de terre. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'humus qui sera fabriqué. Quand vous avez plus de possibilités de fabriquer de l'humus, il est clair qu'à ce moment-là, votre sol devient stérile. J'évalue actuellement entre 5 et 10% les sols devenus stériles en Martinique actuellement, d'après ce que j'ai pu voir. On doit faire des mesures plus fines pour savoir où on en est à ce moment-là, mais je peux vous dire par exemple qu'un agriculteur qui cultivait des ananas, que j'ai pu voir, quand un ananas, ça mûrit en 18 mois, à 20 mois, il avait toujours que des avortons d'ananas. Ce type jeune était ruiné parce qu'il avait, je ne sais pas quoi, loué des appareils, acheté des appareils, etc. Il avait mis en place son exploitation. Eh bien, je lui ai dit, montrez-moi un pied d'ananas. Il a tiré le pied d'ananas, il n'y avait plus de racine principale. Et toutes les radicelles, plutôt que de s'enfoncer dans le sol, elles remontaient en surface, chercher l'oxygène de la surface, comme l'a dit Philippe. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, et manifestement, il était en voie de stérilisation, son sol. Bon. Et bien, ce qui se passe là-bas, c'est ce qui commence à se passer dans le Bordelais. Aujourd'hui, vous savez qu'une vigne, ça a des racines qui peuvent s'enfoncer très très loin en profondeur.